invités avec nous chaque soir donc pour commenter les mouvements de la planète marché et en ce jour d'échéance trimestrielle. Ce sont bien sûr nos trois sorciers, les trois sorciers de Noël, si je puis dire, qui sont avec nous. Romain Dobré en visioconférence. Bonsoir Romain, membre de la cellule Info d'experts de Bourse Direct. Et en plateau à mes côtés, Philippe Béchat, président des Éconoclastes et rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Jean-Louis Cussac, Perceval Finance Conseil. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Grégoire. Bon Romain, quels commentaires peut-on faire déjà sur cette journée d'échéance, une échéance du mois de décembre, une échéance trimestrielle qui se termine dans une ambiance un peu tourmentée, on peut le dire. Oui, un petit peu tourmenté. On s'en sort quand même pas mal sur l'indice parisien. Sur l'échéance, on ne perd qu'1%, 0,99% de baisse par rapport à l'échéance du 15 novembre dernier. On a perdu 72 points avec un cours de compensation à 7225 points. On a à noter parmi le comportement des choses assez différentes selon les indices, évidemment, et notamment avec notre indice CAC 40 qui reste toujours très, très lourd et très plombé. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on n'a vraiment pas beaucoup d'intérêt depuis quelques temps sur les indices pour des raisons différentes à mon avis. Si on regarde du côté des marchés américains, l'intérêt il est assez faible pour une raison logique, c'est que l'année a été probablement très bonne pour les opérateurs et depuis au moins un mois, les consignes dans les salles de marché doivent être de ne plus prendre de risques. C'est pour ça que les indices américains ont probablement prolongé leur mouvement sur une inertie assez forte et que l'intervention de Jerome Powell a réveillé un peu de complaisance. On le voyait du côté des ratios de couverture, on le voyait du côté de l'intérêt, mais pas un intérêt très fort du côté des marchés dérivés. En Europe aussi, c'est un petit peu la même chose et c'est ce qu'on craignait. Le rebond qu'on a mis en place ces derniers jours, qu'on tente de mettre en place, eh bien, c'est fait sur fond de manque d'intérêt aussi. Il n'y a pas d'opérateurs. Si on regarde l'indice Eurostoxx en 2022, au mois de décembre, il y avait 4 800 000 contrats ouverts en décembre 2022. En décembre 2023, il y avait 3 800 000 contrats ouverts au moment de l'échéance. Et là, on est plutôt aux alentours de 3 millions de contrats ouverts sur l'indice Eurostoxx à la même période. Donc, on monte et on est nettement plus haut à chaque fois et on a un intérêt qui est en berne et des indices qui sont un peu en situation de stand-by. Pour les indices forts européens, l'Eurostoxx et le DAX. Pour le CAC 40, c'est vraiment assez plombé, assez lourd, toujours. Ce qui est intéressant de noter, c'est que dans la petite phase de réveil, d'accélération baissière qu'on a connue au cours des derniers jours, on n'a pas eu d'ouverture d'un intérêt fort, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu de pression baissière marquée. Il sera intéressant de voir ce qui est reconduit ou pas, mais là, on entame plutôt, et on va encore entamer probablement l'année 2025 avec un scénario, une page blanche, un scénario assez ouvert, avec des possibles reconstructions d'intérêt. Maintenant, reste que ce petit warning qu'on a connu sur les indices américains, on a quand même connu sur des records assez impressionnants, puisque c'était la plus vive réaction à une annonce de la Fed depuis 2001, mercredi dernier, plus forte baisse depuis 2001, et puis le Dow Jones a quand même cédé, a baissé quand même 10 séances d'affilée. On n'avait pas connu ce record-là depuis 1974. Donc des mouvements qui sont assez puissants, et je pense que c'est une petite entrée en matière pour 2025 et des éléments qui vont être à surveiller. On a des indices qui sont plus aussi, qui risquent de ne plus être aussi forts probablement dans les semaines ou dans les mois qui viennent. Toujours pas mal de volatilité, on n'arrive pas à reconstruire, et puis à Paris en tout cas, et donc ça c'est la photographie sur l'indice parisien qui, de ce mouvement de baisse, alors que les grands indices n'ont fait que consolider, eh bien sur l'indice parisien c'est différent, on est repassé sous des niveaux d'alerte. Donc on a vraiment deux comportements différents, un indice parisien qui reste baissier, résolument baissier, qui n'arrive pas à reconstruire, et puis et qui repasse sous des niveaux d'alerte, et puis des indices forts comme le DAX, comme le S&P ou le Nasdaq, qui eux sont simplement dans une phase de consolidation. Il faut quand même dire, pour un élément important, que le S&P, dans son mouvement de baisse de mercredi dernier, est sorti du canal haussier au sein duquel il évoluait depuis août dernier, donc c'est un mouvement de moyen terme, mais c'est quand même 4 mois de hausse à laquelle il a mis fin brutalement, et on peut envisager au moins une pause dans la tendance pour l'instant à très court terme dans la tendance haussière sur le S&P. Ouais. Bon, on se prendra au jeu évidemment des projections 2025 dans cette émission. Je voyais dodeliner de la tête, Jean-Louis, en regardant votre téléphone. C'est vrai qu'au moment où on se parle là, en cette fin de séance européenne, malgré ce contexte un peu plombé qu'on décrit depuis quelques temps, on voit qu'on est encore un peu dans les portes de saloon, quoi. C'est-à-dire qu'il y a encore des contre-pieds possibles là sur ces marchés, Jean-Louis. Ah oui, c'est à moins qu'on puisse dire. Parce que là, on décrivait une ouverture en baisse à Wall Street, mais ça n'a pas duré très longtemps là aujourd'hui. Hein. Non, on est à plus de 1% en fin de hausse. On vient de prendre 130 points là, depuis l'échéance.
tout à l'heure, ça a boosté. Le CAC... On revient quasi à l'équilibre, quoi. Il est à 7280 pratiquement. Enfin, c'est fou. Donc, ça traduit ce que moi j'écris chaque jour, c'est-à-dire un manque de densité et surtout un manque de conviction. Mais dans les deux sens ? Dans les deux sens. Un manque de conviction aussi à la vente. C'est-à-dire que on a eu des ventes, pour... je sais même pas pourquoi vraiment on a baissé autant, parce que les attentes de toute façon en Europe sont très différentes des attentes aux États-Unis, puisque nous de toute façon on va baisser les taux aux États-Unis. Ok, ils ont revu, ils vont ralentir On verra, parce que le corps PCE du jour qui sort sous les attentes relance l'idée qu'il y aura peut-être plus que de baisse de taux l'an prochain aux États-Unis, alors que la Fed nous disait à peu près l'inverse il y a 3 jours. Ralentir les baisses de taux. Mais on en a dans tous les sens. Sur les marchés, c'est pareil. On voit des divergences de performance incroyables. Tout d'un coup, les actions boostent. Le lendemain, elles reperdent les 3/4 de ce qu'elles ont gagné. Enfin, ça va dans tous les sens. Alors, le sentiment en Europe, c'est qu'on a tout imaginé. Et c'est pour ça que les marchés aussi ne décalent pas surtout le pire, quoi. Oui, surtout le pire. Surtout le pire, oui. Le pire est imaginé. Bon, après, il y a encore toujours des possibilités que ça y a encore plus mal, mais il ne faut pas confondre après l'économie de la France avec l'économie des valeurs du CAC 40. Ça, déjà, c'est important. C'est pareil, tout le monde dit mais en Allemagne, ça va très mal aussi. Oui, d'accord, mais enfin, SAP... qui pèse quasi 17% du DAX. Il y a 3-4 valeurs qui font le DAX. Regardons le MDAX, qui est les valeurs moyennes allemandes. Là, ça montre peut-être un peu plus la situation domestique allemande. Voilà, les indices, en effet, alors là, entre le DAX et le CAC, il y a, je crois, sur 2024, il y a à peu près 20 et quelques pourcents de différence. Hein. Ouais, c'est ça. Quand je dis 20%, je tiens compte des dividendes. Très bien. C'est ça. Je crois à peu près. Hein. Oui. Et non, mais... Là, on a accompagné la baisse US, mais comme ça rebooste, on remonte. Mais le trend, c'est quand même de revoir le CAC refaire les points bas de l'année. On était tombé à 7000, là, c'est ça, fin novembre, 7000 au cours du mois d'août. Même pas sûr, là. Non. Moi, de toute façon, vous avez vu ce que j'ai écrit. Je pense que vraiment, on a tout le temps eu des volatilités implicites. Donc, c'est-à-dire que ce qu'on envisage pour la suite... autour de 13, 14, parfois quand ça remontait vers 7005, et là ça rebaissait un tout petit peu plus, mais pas vraiment 13, 12,5, 13. Donc il y a toujours eu de la méfiance. Et puis ça fait des mois maintenant qu'on se balade dans la zone. Alors on est revenu là un peu dans la zone basse de laquelle on évolue depuis des mois. Donc voilà, on est prêt à tout. Et puis c'est opéré une sélection... Et de la part des gérants, de la part de tout le monde, ils ont été hyper sélectifs dans ce qu'ils ont acheté. Ils ont bien réfléchi à ce qu'ils achetaient. Ouais. Et du coup, ils ne remettent pas en cause. Il n'y a pas de raison. L'idée, c'est, peut-être qu'en 2025, l'économie européenne va repartir. Peut-être même aussi en profitant de la baisse de l'euro. Pourquoi pas ? Parce que l'euro a quand même bien reculé. Donc, c'est aussi favorable à nos entreprises. Il y aura un revers plus positif à ce qu'on voit aujourd'hui en Europe, à un moment. Et donc, si vous voulez, l'ambiance, elle n'est pas... Il n'y a pas d'inquiétude pour les marchés financiers. Il y a plus d'inquiétude pour la bourse, pour l'économie, pour la politique, etc. D'accord. Mais encore une fois, pas de surprise. Tout est envisagé. Donc le pire, le meilleur, on se dit... Aux US peut-être. Oui, aux US peut-être qu'ils ont envisagé le meilleur. Aux US, il y a des valeurs qui peuvent prendre leur... on aura l'occasion d'en rediscuter, mais moi, sur Nvidia, j'étais passé vendeur, mais il y a des valeurs aussi qui peuvent prendre le relais, Broadcom, etc. Mais donc, là-bas, il y a une hyper... spéculation, c'est évident. Donc c'est pas un barrez-vous, il n'y a pas de barrez-vous, quoi. Ah non. Toujours pas. Non, il y a pas de barrez-vous. De temps en temps, on est toujours régulièrement. Baissier. D'accord. Sur le plan purement technique, on a une baisse qui est non affirmée, mais on va vers un biais de neutralité depuis un bout de temps, puisqu'il ne se passe pas grand-chose, et on ne voit pas d'indication de relais possible. Alors à la hausse, on ne voyait pas le catalyseur, ça c'est sûr. Et à la baisse, est-ce qu'on en voit ? Non, pas vraiment. On ne voit pas de catalyseur. Et surtout, on ne voit pas, dans la construction du marché, l'idée que ça puisse dévisser. Non. Il n'y a pas de si grande fragilité que ça. Il n'y a pas de si grande fragilité. Okay. Il n'y a pas de complaisance. Ouais. Et,
encore une fois, tout le monde est bien assis dans son fauteuil, ils sont prêts à tenir le choc en disant, moi, de toute façon, j'ai acheté des valeurs qui, dans une perspective de 6 mois, doivent bien tenir, elles vont repartir, etc., etc. Philippe, votre bilan de cette échéance, Romain vous a piqué quelques stats là sur la réaction de marché sur un jour de fête. C'est la pire réaction de marché sur un jour de fête depuis quasi 25 ans, nous disait Romain. Ouais, ça a surtout compromis d'importants supports. Et moi, je voudrais quand même revenir sur la douche glacée de mercredi soir. Jamais il fait ça, Jérôme Powell. Là, petit Papa Noël, il nous a pourri le sapin, là. Hein. Donc, non, mais quand il va y avoir une inflexion de la politique monétaire de la Fed, généralement, ça se prépare à coups de petites phrases, des commentaires. Puis bon, la Fed, il y a des membres qui discutent quand même lors de dîners informels. Bref, personne n'est jamais surpris. On ne se prend pas le seau d'eau glacée sur la tête. Le marché n'attendait plus de la Fed qu'elle baisse 100 points de base encore en 2025. Il y en a qui y croyaient encore. C'était plus pricé comme ça dans le marché depuis un moment quand même, Philippe. Non, mais je joue les faux naïfs parce que quand ça tombe, mais les taux longs américains, ils ont déjà repris 60 points. Oui. Bon, après l'annonce, ils sont à plus 75 depuis la mi-septembre. Oui. Avouez quand même que depuis la première baisse de 100 points de baisse depuis le 15 septembre, 75 points de hausse sur le 30 ans et le 10 ans. Je veux dire que il n'y a pas grand monde qui anticipait ce genre de scénario. Et il y aura encore eu moins de monde pour vous dire que entre le 15 septembre et le 16 décembre dernier, record en date pour le Nasdaq, on aurait repris quasiment 20%. Hein, 60-70 points de hausse sur les taux et 15 à 20% de hausse sur les indices. Voilà quoi. On aboutit quand même à cette situation, c'est qu'aujourd'hui on se retrouve avec des taux longs à 4,5% et le PER moyen des Batman. Oui. Puisqu'aujourd'hui c'est des GAFAM. Bon, alors Broadcom en B. Broadcom a gagné sa médaille. Voilà, très bien. T Batman, T pour Tesla. Oui, les autres on les connaît, c'est toujours les mêmes. Oui, voilà. Donc on a ça et on avait un PER moyen de 54. Pour les 7 fantastiques, arrive Broadcom avec ses 130 de PER. Les choses ne s'améliorent pas. Autrement dit, pour arrondir, disons qu'on a 50 de PER, ce qui est déjà monstrueux. Bon, ça veut dire que le rendement d'un portefeuille est de 0,2%. Vous avez 4,5 sans risque sur l'obligataire. Oui. Voilà. Bon. Oui. Alors vous me direz, oui, mais ça gagne de l'argent. C'est momentum. C'est momentum. Alors je vais vous prendre Palantir. Alors là, c'est plus 20 fois ou 25 fois le chiffre d'affaires comme Nvidia ou Broadcom. C'est 50 fois et c'est 200 fois. Bon, alors, on répète le mantra. C'est des boîtes d'avenir, c'est des boîtes qui sont en contrat avec la CIA, la NSA pour Palantir, notre ministère de l'Intérieur, nos services spéciaux sont également sur Palantir depuis déjà une décennie. Bref, oui, ils ont des clients prestigieux. Je ne me fais aucun souci. Le carnet de commandes est plein. On entendra certainement encore parler d'eux en 2030. Mais, point trop d'en faut. Enfin, 200 fois les bénéfices. Il faut faire quoi? Donc, à partir du moment où on se récite le mantra, oui, c'est pas les dot-com, parce que là, ça gagne de l'argent. Mais attendez, quand vous êtes à 130 fois les bénéfices, c'est comme si ça gagnait pas d'argent. Vous me dites l'inverse de Jean-Louis. Jean-Louis dit le risque, il est plus dans l'économie, dans la politique, pas dans les marchés. Mais là, vous nous dites le risque, il est là, dans les marchés, devant nous, avec des boîtes qui font la une de tous les journaux, tous les jours. Mais parce qu'on est sur des niveaux de valorisation délirantes. Alors peut-être que c'est la nouvelle normalité d'avoir des valorisations délirantes. Mais vous avez en face les value. Un S&P value. Value, c'est quoi? Value, c'est les banques, les assurances, la santé, les pharma, oil. Matières premières. C'est les premières, les pétrolières, les minières, plus les services aux collectivités, plus l'automobile. Donc c'est plus de la moitié des valeurs du S&P 500. Et elles ont aligné jusqu'à l'ouverture. Ce matin, on était à New York, on en était à la 15e séance de baisse consécutive sur les values. Alors ça y est, elles sont en hausse là à l'instant où on se parle. Mais on était ce matin à la 15e séance. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire des marchés américains. Donc on va dire qu'il y a une polarisation incroyable. Il y a des tas de choses techniquement
qui ont craqué. Romain, est-ce que c'est le moment de regarder un peu, vous êtes venu avec des graphiques, là, il y a le S&P 500 et le Nasdaq 100 pour parler des États-Unis. Est-ce qu'on peut regarder un peu ces graphiques avec vous, Romain ? Volontiers. Et je voulais dire, parce que je suis entièrement d'accord et avec Jean-Louis et avec Philippe. Mais je vous pense êtes que sympa. c'est un horizon du La temps. synthèse. Pour ce qu'a dit Jean-Louis sur le court terme et la construction, le rebond du jour prouve encore une fois qu'il ne faut pas accorder trop d'importance à ce qu'on a connu comme mouvement. Les indices américains avaient payé non-stop sans retracer. Ils ont atteint des cibles graphiques importantes. On peut le voir effectivement avec le graphique du Nasdaq à l'instant, qui est allé chercher précisément la borne haute de son canal haussier de long terme, un canal qui est actif depuis plus de 2 ans et qui était extrêmement proprement travaillé. Vous voyez les ellipses bleues à chaque fois qu'on a touché une des bornes de ce canal. C'était un parcours haussier sans faute et avec quasiment pas de retracement, en tout cas très, très lent. Donc il y a un mouvement technique qui est lié aussi au fait qu'il y avait moins d'opérateurs et qui a été accentué parce qu'on est au cours d'une semaine technique d'échéance des marchés dérivés. Donc on sait que quand on rompt, quand on déborde un niveau au cours de ces semaines-là, les arbitragistes vont amplifier les mouvements puisqu'ils se hedgent, ils équilibrent leur position. Donc à court terme, je pense qu'il n'y a pas plus de danger que ça. Et quand je parlais de complaisance, on avait effectivement dans le comportement et sur les indices un peu de complaisance à court terme, c'est-à-dire qu'on avait une volatilité qui était en zone moyenne que moi j'appelle complaisance, mais qui n'est pas encore l'euphorie. Et puis le petit coup de stress et l'intervention de Jérôme Powell a réveillé un peu tout le monde puisque ça dormait, mais on voit que les forces de rappel sont importantes compte tenu du parcours aujourd'hui. En revanche, je suis d'accord, et effectivement, quand on regarde cette photographie à long terme, on a un parcours qui est gigantesque. Si on prend la photographie cette fois-ci du S&P, je suis d'accord avec Philippe, on entre à mon sens dans une zone qui commence à être de l'euphorie. J'ai essayé de découper le comportement de l'indice S&P depuis 2022, mais vous voyez même le début du graphique tout en bas, avec ce point bas qui date du moment dont on se rappelle tous, le point bas de Covid en mars-avril 2020. Et bien depuis ce moment-là, le S&P a pris 180%, dont 80% depuis octobre 2022. Il a évolué dans une zone qu'on a pu identifier comme une zone de peur, une zone d'accumulation au début, puis une zone de scepticisme, et puis pour l'année 2024 quasiment en totalité, dans un fonctionnement d'optimisme. On a un mouvement qui est long, qui est puissant, et on retrouve vraiment le comportement classique d'un marché où tout le monde est d'accord et que tout le monde paye. Est-ce que là, on a des petits signes de début de surchauffe à court terme dans un mouvement de très long terme? Et c'est pour ça que je suis d'accord avec les deux, ça dépend de la perspective dans laquelle on se trouve. Et effectivement, ce discours qui consiste à dire ça n'est pas pareil qu'en 2000 puisque là les sociétés gagnent de l'argent, c'est vrai, mais je pense que ça aura une limite. Alors vous voyez, j'ai donné comme plage de zone d'euphorie possible, ça n'est qu'une feuille de route, le niveau de 5964, niveau qu'on a réintégré sur le S&P quand même un peu puissamment, donc qui sera un niveau de bascule, et avec des extensions possibles jusqu'à 6500 points, qui est la borne vraiment haute, à mon sens, des extensions qu'on peut avoir. En fait, quand on a des mouvements d'une telle ampleur, la probabilité que le S&P continue à avoir un parcours haussier très fort cette année, ne serait-ce que statistiquement, est difficile. Et puis, en termes de comportement, de la même façon, et puis en termes de valorisation aussi, on sait que cette hausse, elle est alimentée par une concentration sur 30%, 30% de la hausse est concentrée sur les fameuses Batman. Donc, avec quelques failles, on voit que Netflix, effectivement, est peut-être en train de former ce qu'on appelle un avalement baissier en mensuel, c'est-à-dire que la bougie du mois en cours est peut-être en train d'englober celle du mois précédent. Il faudra un rebond très puissant pour l'invalider. Ça, en haut de marché, c'est un très mauvais signal. Et puis, on ne parle plus que de Nvidia. Nvidia, il y a des Nvidia Day. Et ça, ce comportement-là, il est à prendre en compte, à mon avis, dans le consensus et dans un mouvement à venir. Donc, la consolidation ou la baisse, elle peut prendre du temps. Les retournements de tendance sont lents. Pour l'instant, on n'a aucun signal de retournement de tendance sur les marchés américains. En revanche, on arrive dans des niveaux, et comme on l'a vu sur le Nasdaq, où on arrive sur des bornes hautes de canal haussier de long terme, qui pourraient être débordés, mais qui, pour l'instant, permettent de marquer la pause. Jean-Louis, est-ce que les fragilités sont allées chercher du côté du marché américain pour 2025 ? En tout cas, vous disiez d'un mot tout à l'heure que vous aviez pris des positions courtes sur Nvidia récemment. Oui, et sur le marché américain, moi j'étais en poudre synthétique. Donc c'est-à-dire que c'est une manière de se préparer à un éventuel retournement, ou en tout cas dans l'idée que le marché aurait du mal à poursuivre. Le problème, c'est toujours le même, c'est que il y a tellement de violence dans les mouvements que... regardez, juste avant l'émission, je vous disais, j'ai allégé ma position. En effet, on arrive à la fin de l'année, je me suis allégé. Et là, déjà, j'ai revendu un peu.
parce que j'avais mis des ordres, mais je ne pensais pas être atteint ce soir. On a déjà pris 150 C'est points. bien, vous allez pouvoir prendre des vacances, Jean-Louis. Non, mais on a déjà repris 140 points, donc ça y est, j'ai déjà revendu. Oui, En partie. Mais c'est dingue, ça va très très vite, donc c'est violent, c'est difficile à un moment donné. Oui, pourquoi il n'y a pas de conviction non plus? Parce que tous les opérateurs se disent, mais à quelle sauce on va être mangé mais la logique reste d'acheter les creux de marché, ou est-ce que c'est quelque chose qui peut à un moment sur le marché américain basculer dans autre chose? Pour l'instant, il n'y a pas d'indication en effet de retournement. Moi, je voyais 5850 comme un retracement normal. Voilà. C'était logique, mais on l'a fait encore une fois. Quand c'est violent comme ça, on se dit hop, attention, non, on ne peut pas mettre tout de suite des ordres d'achat, on va attendre un petit peu. Bon, ça, voilà, et dès le lendemain, on va tout petit peu plus bas, et ça rebondit tellement vite. Donc cette vitesse de marché, ça, c'est quelque chose c'est un new normal. C'est comme ça maintenant que les marchés fonctionnent. Ouais, mais c'est pas très sain. Alors maintenant, c'est vrai qu'aux États-Unis, on paye très cher, donc moi, ça me donne pas envie de payer, c'est pour ça. Alors, dans le trading, quand on achète des puts, alors que ce soit des puts synthétiques ou on achète des puts parce que les volatilités implicites n'étaient pas très chères. Évidemment, avec ce dernier mouvement de baisse puis de hausse, la voile, de toute façon, elle a augmenté très très vite. Donc c'est trop tard pour acheter des puts, puisqu'on va les payer très très cher. Mais là, on se sert de ce qu'on a fait précédemment, c'est-à-dire qu'on avait acheté des protections, donc ce qui fait qu'on a pu racheter du futur sur des points bas, et déjà, on est en train de leur vendre. Et c'est vrai que c'est quand même perturbant, quoi. C'est dur, il faut être hyper rigoureux, et on fait des mouvements en 3 jours comme on pourrait faire en 3 semaines ou en 3 mois, quoi. Donc, oui, c'est quand même assez difficile de se projeter, c'est difficile de mettre des plans en place, etc. Donc, du coup, on a des orientations dans les gestions beaucoup plus long terme, et puis on ne fait rien sur ces mouvements-là. Comme on ne fait rien sur ces mouvements, il n'y a pas de densité, et comme il n'y a pas de densité, ça permet justement les portes de saloon. L'intraday fait du grand yo-yo, Et amplifié par, justement, alors les échéances dont parlait évidemment Romain, les échéances, si vous voulez, réclament du hedging de position, notamment sur les ventes d'options, parce que c'est le boulot des market makers, et ils vendent des options, et après, il faut aller vendre quand ça baisse, acheter quand ça monte. Enfin bon, ils ne le font pas à la seconde forcément, mais il faut le faire, et du coup, ça amplifie les mouvements. Et c'est vrai que c'est dur. Philippe, j'insiste, désolé, c'est un peu le jeu aussi de se projeter, mais vous avez droit à des jokers. Comment vous voyez 2025, au moins le démarrage d'année? Est-ce que vous avez des schémas ou différents schémas, idées en tête sur la manière dont le marché pourrait soit continuer avec la domination américaine emmenée par les boîtes que vous avez citées, ou est-ce qu'au contraire, il faut s'attendre à un moment, au moins tactiquement, à quelque chose qui reconvergerait? De quelle manière, entre la partie du marché américain qui n'a rien fait et celle qui est au firmament, ou même voir entre l'Europe et les États-Unis. Vous avez des schémas un peu clairs là en tête? Non. Et je vais expliquer pourquoi. Ben oui, parce que, voilà, ça m'intéresse. Je suis dans le brouillard, et comme tout le monde peut l'être. Donc on a tous en tête la date du 20 janvier. Oui. Voilà, donc ce jour-là, je pense qu'il y a une pile de classeurs où Trump il va mettre sa grande signature comme ça. Là. Voilà, donc là, ça va dérouler. Et on espère qu'il n'y aura pas trop je mets des tarifs sur les Mexicains, je mets des tarifs sur les Canadiens. Et j'ouvre une petite parenthèse, mais voilà, je suis de moitié d'origine canadienne, et il y a Trump qui dit devenez le 51e État américain. J'espère que les anglophones, ils vont les rejoindre. Puis que nous autres, on va rester. Ah ouais, c'est comme ça là-bas. Ah oui. Non, mais il essaye. Ouais. Et là, je dis un truc en rigolant, mais il y en a un dont la position, elle est quand même aujourd'hui très fragile, c'est Trudeau. Le gouvernement est en train de sauter depuis que Trump a menacé de mettre 25% de tarifs. Voilà. Oui. Alors, la pression, elle est partout, là, déjà. Le relais est tout trouvé, puisque la vice-première ministre, elle fait partie aussi du WEF, donc c'est la même écurie. Il arrivera peut-être le 20 janvier en n'ayant plus rien à faire. Ouais. Donc il y a cette incertitude politique. Là, il y a la nôtre. Quel sera le gouvernement ? Qui sera à Bercy ? C'est ça la question. Voilà.
Alors c'est Breton qui tiendrait la corde, mais bon, ça c'est... Oui, bon, on va laisser les spéculations de côté. Oui, on va laisser les spéculations spécialisée alimenter le buzz. On a l'Allemagne, donc élection le 23 février. Le temps de former une coalition, ça peut prendre encore 15 jours, 3 semaines. Oui. Oui, on est d'accord. On a connu. Ça a pu prendre plus. Voilà, le temps de trouver un sujet minimum, le plus petit dénominateur commun sur lequel on s'accorde, ça peut prendre jusqu'à 3 semaines, 1 mois. Donc ça veut dire que l'Allemagne ne peut plus rien attendre d'elle. D'ici mi-mars, mais probablement. Ça, c'est déjà dans les prix, Philippe. Non, je ne crois pas. Ah ouais. Mais non. Il y a encore une jambe de baisse pour l'Europe, là, devant nous. On n'a pas encore tous compris que que l'Allemagne était plantée jusqu'au 23, que la France était un peu dans l'ornière aussi. Ce qui est embêtant, c'est que l'Allemagne est plantée, ça veut dire qu'il n'y a pas une entreprise qui va bouger ses pions, qui va investir, ni en France, ni en Allemagne, on ne sait pas où ça va. Donc, c'est bloqué. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'embauche, à mon avis, dans l'industrie allemande avant fin mars. Ça peut créer un effet de rattrapage une fois que la chose se débloque. Après, c'est la bourse. Non, mais je suis d'accord avec vous, c'est pas bon. La bourse, c'est autre chose. Il n'y a rien de bon. Voilà. Mais la croissance en Allemagne, elle a été revue fortement à la baisse par la Bouba. Pratiquement de moitié, quand même. La France, on rêve à 0,5%. Donc, ça veut dire quoi ? Il faut rester investi sur les US à 70%, comme au sein du MSCI World ? Ah, mais là tiens, puisque Romain est là, encore une statistique. Pour la première fois de l'histoire, ou la deuxième fois de l'histoire, parce que c'est arrivé une fois en 70, la capitalisation globale des États-Unis est égale à l'ensemble de la capitalisation mondiale. Japon, Chine, Europe, et puis l'Amérique du Sud après, voilà. Ben oui. Mais donc... tout l'argent est allé là-bas, tout le monde pense de la même façon. Tout le monde pensait d'ailleurs il y a une semaine et à 56% d'après le dernier sondage que 2025 sera une année forcément haussière. On n'a jamais eu un consensus haussier aussi écrasant. Et je termine avec le politique, puisque faut quand même parler de nos voisins britanniques. Vous avez des gilts aujourd'hui ils étaient hier à 4,70, donc c'était le pire de la crise qu'on avait quand Liz Truss s'est fait dégager. On a vu les taux exploser, et là Starmer, il se retrouve avec des taux à 4,70. Oui. Ça chauffe quand même là. Oui. Enfin, disons que les raisons qui ont fait que les taux se sont envolés au moment de Truss, déjà la violence du mouvement sur quelques heures, etc. C'est pas ça a quand même duré 15 jours. Oui. Non, mais bon, d'accord. Romain, c'est vrai que Philippe le dit très bien, mais je suis assez d'accord avec l'idée que le consensus assez facile nous ramène toujours et encore aux États-Unis en cette fin d'année 2024 là. Mais il est incroyable ce consensus. Pour vous donner une anecdote pas du tout de marché, j'ai pris un taxi la semaine dernière qui m'a dit l'Europe c'est nul, il faut investir sur le S&P. On connaît l'histoire. Quand on a ce genre de comportement et ce genre de réflexion, il faut se poser des questions. Et effectivement, tout le monde est 100% marché américain. Alors pour vous répondre aussi et parler de l'Europe, puisque on a déjà regardé les graphiques du S&P et du Nasdaq, et je vous ai proposé aussi le graphique de l'Eurostoxx 50 avec une vision en mensuel pour avoir une photographie qui me semble très claire et qui rejoint ce que disait Philippe aussi. On est dans le brouillard. Le S&P, l'Eurostoxx, il a fait un parcours magnifique qu'on connaît depuis 2020, bien entendu, au-delà d'une ligne de tendance haussière bien active depuis octobre 2022. Et puis, depuis le mois d'avril dernier, il est dans un canal baissier extrêmement propre, qui est pour l'instant un niveau de consolidation. Donc, entre 4678 et 5006 en clôture mensuelle, on est dans une consolidation pour l'instant. Maintenant, si on rompt ce niveau-là, on rompt la ligne de tendance haussière de long terme et on peut accélérer, donc mettre fin à cette séquence haussière. C'est possible et à envisager. Si on déborde 5006, donc en clôture mensuelle, on sort de cette longue congestion enfin et on peut réactiver la dynamique haussière. Pour l'instant, le schéma n'est pas franc de ce côté-là. Maintenant, pour vous donner des éléments de réponse et ce qui est plutôt mon point de vue, je vous ai aussi proposé le graphique de l'indice CAC 40 en mensuel et une énorme structure de retournement baissière qui malheureusement fonctionne extrêmement bien et qui porte le nom d'une vague de Wolf.
avec un E à la fin. L'inventeur de cette structure graphique a fait fortune et ses enfants l'exploitent encore aujourd'hui. C'est un mouvement qui se décompose en 5 séquences. La structure en question, elle s'est construite avec la vague 1 de hausse donc début 2022, mouvement de baisse qu'on a connu jusqu'en octobre 2022. 3, la hausse suivante jusqu'en avril 2023. 4, le mouvement de baisse d'octobre 2023. Et puis 5, qui pouvait être 5 et qui a été validé en juin dernier. On réintègre l'oblique 1, 3 puissamment et on valide à ce moment-là cette vague de Wolf. Or, la cible de cette vague, c'est de répliquer, le chemin nous est donné par l'oblique formé par les points 1 et 4. Vous les avez à l'écran, j'espère que ce n'est pas trop technique et assez clair, mais en clair, l'oblique baissière que vous voyez là, avec la grande ellipse bleue en bas, nous donne comme cible idéale de ce mouvement de très long terme la zone 6350-6400. Et pour l'instant, ce mouvement n'est pas invalidé depuis le mois de juin dernier sur l'indice CAC 40. Il faudrait vraiment repasser 7500, 7580, 7600 points pour neutraliser le mouvement et pour réactiver la dynamique haussière, au moins 7800 points, donc reconstruire quelque chose. Or, une structure de cette ampleur-là, elle a de grandes probabilités de fonctionner. Il y en avait une de taille équivalente qu'on avait proposée en mars dernier sur L'Oréal. Elle a très bien fonctionné, même si ça paraissait des mouvements énormes. Et on n'est plus maintenant qu'à 12-13% de réaliser cette structure. Donc, vous voyez de quel côté mon point de vue penche de ce côté-là. Mais ça peut mettre du temps. Et effectivement, à court terme, on n'a pas tous les ingrédients encore, à mon sens, pour ça. Et on peut avoir des mouvements de rebond sur l'Eurostoxx notamment, sur l'indice CAC 40. Je suis entièrement d'accord, ça reste plombé. Et on n'a pas de configuration graphique très sexy, si je puis dire, pour l'instant, en tout cas. Bon, il y a quand même une petite épée de Damoclès, quand même, là, sur l'indice CAC, Jean-Louis, non? Oui, mais on la connaît. Ouais. Oui. Ouais, de toute façon, j'en reste aux faits. Ouais, j'entends. Ouais. Les faits, c'est on a tout, on connaît tout, on sait tout. Et donc, on a tout anticipé. Donc, il faut des surprises. Hein. Il faut des nouvelles, quoi. Ben voilà, comme on a eu avec, tout d'un coup, Powell qui annonce le contre-pivot. Ce qu'il a annoncé. Et encore, il comme a vous fait l'avez dit. exprès. Non, mais vous l'aviez dit. Moi, j'étais surpris de la réaction, parce que même dans la première ligne du communiqué, quand ils annoncent la baisse des taux, tout de suite, ils disent qu'il va y avoir... Pour en discuter avec les gens avant... c'est mon métier, je fais ça tous les jours. Je peux vous dire que plus personne ne croyait qu'il y aurait 100 points de base de baisse de taux en 2025. Moi, je ne fais que lire aussi des analyses, des trucs d'économistes. Tous les jours, je lis et je voyais bien que ok, très bien. Il va annoncer. Et moi, vous savez ce que je m'étais dit ? Je vais attendre qu'ils annoncent. Et là, vraiment. Le débat, c'était même est-ce que ça va être la dernière ? Moi, c'était un peu le débat qu'on avait les derniers jours. Est-ce que la baisse de décembre pourrait être l'ultime ou la quasi-ultime baisse de taux de la Fed ? Ce que je voulais faire, c'est je vais attendre qu'il annonce la baisse des taux. Et là, derrière, s'il y a une petite réaction à la hausse, je vais acheter des puts. C'est le problème du trader. De toute façon, les éternels regrets. Donc, comme on est parti tout de suite à la baisse, pas trop violemment, je me suis dit, tant pis, je le fais pas. Et j'ai gardé mes puts synthétiques, mais je voulais acheter des petits puts pas chers. Et là, les puts, ils ont fait 10 fois la mise en peu de temps. Hein. Ça a été très violent. Bon, c'est la vie, hein, c'est comme ça. Maintenant, sur le marché américain, encore ce mois-ci, là, depuis qu'on s'est vu la fois dernière, je crois que c'est 120, 130, 140 milliards sur les ETF, dans la moitié, c'est les États-Unis, encore une fois. Dans le monde entier, c'est des flux constants. Depuis l'élection de Trump, sur le mois qui a suivi l'élection de Trump, c'est 140 milliards de flux vers des fonds actions américains. Ça n'arrête pas. Voilà. Donc, là aussi, il y a de l'argent. Alors, jusqu'au jour c'est sûr que pour se demander comment les gens vont réagir, il faut regarder ce qu'ils ont fait. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont acheté. Un jour, quand, je ne sais pas, mais un jour, il y aura... Ma question, c'est qui peut acheter encore des US aujourd'hui ? C'est-à-dire que le retail est au max, les gérants sont au max, benchmarké, impossible de sortir ou de trop sous-pondérer les US. J'ai l'impression que tout le monde est là des US, quoi. Donc, après, qui peut acheter encore en plus des US ? Après, on achète du dollar, on achète des US, c'est le refuge, quoi. Voilà. Il l'a dit, c'est ça. C'est ça. Il y a cet argument en plus, c'est que Trump, c'est un dollar raffermi, c'est un dollar
sur lequel on se pose peut-être pas de questions avant 2-3 ans, avant qu'on attaque les prochaines présidentielles. On se dit qui pour succéder à Trump, il sera un peu vieux pour succéder. Si ça se passe bien, là, le dollar, il vient de s'assurer 3 ans de domination à peu près certaine. Je dis, la 4e année, c'est l'année préélectorale. On est un petit peu moins sûr. Voilà. Moi, il y a un marché que je verrais bien quand même, qui est le Japon. Ah! Donc là, les ratios sont quand même beaucoup plus raisonnables. C'est un pays qui fonctionne bien. La hausse des taux qu'on attendait, qu'on pensait possible, elle est repoussée. Donc, depuis mars hier. Peut-être maintenant. Voilà, mars. Donc là, il y a une petite fenêtre. Le problème, c'est que si on regarde un petit peu le Nikkei, il est dans un corridor là actuellement. Il ne faut pas en sortir par le bas. Et on est justement là, sur le support. Donc, ça peut rebondir. À ce moment-là, on a toujours une cible à 40 000. Il ne faut pas aller aujourd'hui en dessous de 38 700. Sinon, ça se passe mal. Alors, parmi les autres actifs, qu'est-ce qu'on envisage ? On a vu aussi beaucoup de flux sur le Bitcoin. Oui. Bien sûr. Oui. Là aussi, il y a eu un Trump trade. Bon, là, aujourd'hui, le Bitcoin, à un moment, je l'ai vu à 88 600. Ce midi, 88 600. Les taux réels remontent, donc... Voilà, il perdait plus de 7% là, à l'heure du déjeuner. Bon, là, il est remonté à 93 000. Mais voilà, il n'y a rien aujourd'hui, à mon avis, qui puisse vraiment servir d'un refuge, de refuge où on se sent bien. Il faut vraiment être complètement en dehors des sentiers battus. Le Japon, je le répète, c'est peut-être un truc qui est un petit peu délaissé. En revanche, là, un trade auquel je crois beaucoup, c'est quand même que l'euro, il va à la parité avec le dollar. Ça, c'est un de mes gros trades. On l'a déjà vu une fois. C'est plus facile de revoir une deuxième fois que la première fois. Oui, bien sûr, octobre 22. Ouais. D'ailleurs, au moment où on a eu cette concomitance du point bas d'octobre 2022, quand l'euro-dollar passait sous la parité, et ce grand rebond des actions européennes pour quelques mois, effectivement, à partir d'octobre 2022. Romain, 1 minute, 2 minutes sur l'idée d'un refuge à travers les matières premières. Ça, c'est votre idée, effectivement, s'il fallait à un moment se mettre un peu plus à l'abri face à un risque de baisse accélérée, de capitulation, toujours possible, Bien sûr, ça a déjà été le cas cette année. On avait évoqué largement les matières premières, notamment l'or et l'argent, qui ont eu des beaux parcours. Je regardais que l'argent a quand même pris jusqu'à 46% dans le courant de l'année. Pour l'instant, ça n'est plus que 23%. Ça reste des arbitrages volatiles. Et donc, sur un panier de matières premières, pourquoi pas ? Les énergies, notamment, pourraient repartir un petit peu fort. Il ne faut pas oublier le cash non plus. On a aujourd'hui la possibilité d'utiliser du monétaire, même si ce n'est pas très sexy. Mais le fait d'être en retrait, d'avoir des disponibilités, c'est aussi une prise de position. Mais effectivement, je voulais vous montrer ce panier de matières premières, l'indice Thomson Reuters CRB qui s'appelle COMO. Là, vous l'avez sous forme d'un ETF. Donc qui est l'Amundi, donc qui représente ce panier de matières premières, 19 matières premières, donc une grosse pondération en pétrole. Et regardez son comportement, il est intéressant. C'est un actif qui a baissé depuis juin 2022 pour se stabiliser au-delà d'un support à 20,62 sur lequel il a systématiquement rebondi. Et après le dernier repli du mois d'août dernier, il accumule maintenant en partie haute sous le niveau de résistance à 23,61. Et il vient vraiment tester une oblique baissière qui est active depuis juin 2022, propre et parfaitement testée pour la 4e fois ce mois-ci, donc sous ce niveau de résistance. Une accumulation sous une résistance, c'est une possible sortie par le haut, et dans ce cas-là, on pourrait avoir une accélération haussière assez marquée. On voit des soubresauts sur le gaz, même si ce n'est pas encore très franc. On voit que le pétrole ne baisse plus beaucoup, et donc ça peut être un arbitrage qui me semble effectivement intéressant pour avoir des mouvements en direction sur ce produit-là, par exemple jusqu'à 26,64 au moins, mais des matières premières qui ont été sages jusque-là, si on peut dire, depuis 2022, mais dont on a eu quelques pics et soubresauts, des chiffres d'inflation la semaine dernière aux États-Unis sur les prix à la production, il y a 15 jours, 3 semaines au Royaume-Uni. On voit que ce n'est pas complètement canalisé, il pourrait y avoir des soubresauts de ce côté-là. Et au Japon, c'est 2,7 d'inflation. Non, je reviens au Japon parce que vous disiez, Philippe, si c'était un graphique muet, on aurait pu penser que c'était le Nikkei. J'aurais dit le Nikkei. Si on avait tout enlevé du graphique et juste le graphe, là on est à corrélation 0,91 là, ou 0,92. C'est extraordinaire. Bon, Jean-Louis, pour conclure, je vois que New York, ça remonte encore. 2% là.
Donc on est tenté d'enterrer les US, mais il faut peut-être pas le faire trop vite. Non, mais quoi. comment voulez-vous que les gens après ils se disent pas il faut acheter sur des replis mais Le chauffeur de taxi de Romain, il a encore bon quoi. Raison, Ouais. Romain. Jusqu'à quand? Et il faut voir quelle main paye. On connaît ces comportements-là. Quand des gros acteurs du marché sortent, ils ne sortent pas en quelques jours, ils sortent en plusieurs semaines, plusieurs mois. Ouais. Ils vendent, on baisse un peu. Et puis, des mains faibles repayent. Et on voit, et c'est ce qu'on va essayer de mesurer ensemble, d'ailleurs, ça va être intéressant tout au long de l'année, de voir si les rebonds auxquels on assiste sont alimentés par, justement, du soutien du côté des marchés dérivés, des volumes, du comportement, et puis des replis. Et on sait comment ça se passe à la fin. Il y a un moment où les vendeurs prennent vraiment la main et on capitule. Et dans ces cas-là, les mouvements sont très violents. Donc c'est difficile d'avoir le top, mais je pense que c'est un bon moment pour alléger un peu les US plutôt que de renforcer. Merci beaucoup messieurs, les trois sorciers de Smart Bourse qui étaient avec nous pour conclure cette année 2024. Romain Daubry, Bourse Direct, Philippe Béchat de la Bourse au quotidien, président des Éconoclastes, et Jean-Luc Hussac, Perceval Finance. On se retrouve messieurs, si vous le voulez bien, le 17 janvier prochain, à 3 jours de l'investiture de Donald Trump. Avec plaisir.